Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Bonjour chers auditeurs, vous connaissez le dicton à événement spécial, contenu spécial. Nous avons donc quitté le confort de nos studios de Montagne Sainte et on se trouve en ce moment au stade d'Angonje pour discuter de ce qui s'y fait depuis le 2 avril autour du dialogue national inclusif. Donc, pour préciser, nous sommes actuellement sur un plateau mis à la disposition des médias par le ministère de la Communication et des médias sous la production d'Oreb Group. Donc, cette capsule que l'on va démarrer aujourd'hui, vous en aurez plusieurs comme ça jusqu'à la fin du dialogue et on va avoir plein d'intervenants. Objectif, vous permettre de mieux comprendre ce qui s'y fait et surtout d'avoir une idée claire des débats qui sont initiés ici sans pour autant rentrer de manière concrète et définitive dans les conclusions du dialogue qui seront remises bientôt. Aujourd'hui donc pour cette première capsule autour du dialogue national inclusif qui se tient au stade d'Angonje depuis le 2 avril, je suis bien entendu accompagnée de Saif Mosley. Bonjour tout le monde. Mosley, comment tu vas? Ça va bien, Gina. C'est mon grand retour, donc je suis contente de le faire avec toi. Je crois qu'ils seront contents. Et on a décidé, bien entendu, comme vous le savez, la radio est suivie par énormément de jeunes. Beaucoup de personnes d'ailleurs, parce que, petit rappel, première radio la plus écoutée au Gabon. Donc, pour satisfaire à ce public jeune qui est confronté à énormément de problèmes, notamment ceux de l'emploi, on a décidé de commencer cette longue série de capsules par une capsule Focus Emploi. Et donc, on a avec nous un membre de la sous-commission emploi que vous connaissez aussi très bien. C'est bien entendu Luc Ondias qui, par ailleurs, est aussi député de la transition. Alors, je devrais dire bonjour honorable. Bonjour Gina. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est un réel plaisir de t'avoir, surtout pour ce premier numéro. De vous avoir, parce que vous êtes honorable, donc on va laisser le tu. On va revenir rapidement honorable avant de commencer à parler concrètement de cette commission emploi. On va d'abord partir sur les bases du dialogue pour que ceux qui nous écoutent à la radio et dont c'est la première fois d'entendre parler comprennent exactement ce qui est fait ici. On parle de contribution. Quand est-ce que les Gabonais ont contribué à ce dialogue national? Quels sont les outils qu'ils ont utilisés? Combien de contributions est-ce qu'on a reçues? Est-ce que c'est toutes les contributions qui sont prises en compte? Je sais, ça fait beaucoup, mais... Alors, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Le dialogue a été initié par le CTRI, tout le monde le sait. Mm-hmm. Nous sommes dans une phase extrêmement importante suite au changement... je dirais, plus ou moins attendu que nous avons eu le 30 août, mais agréablement surpris de ce changement-là. Et la restauration des institutions devait d'abord se faire par ce dialogue que le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Oligui Nguema, a initié. Le ministère de la Réforme des institutions a organisé ce dialogue. Et plusieurs personnes avec différents profils, que ce soit des enseignants, des experts, des politiques, des jeunes, des moins jeunes, tout type d'expériences et de profils ont été proposés pour ce dialogue afin de pouvoir avoir toutes les couches sociales de la société représentées au sein de ce dialogue. L'objectif de ce dialogue, c'est lequel? C'est de reconstruire, un peu comme le slogan que l'on voit un peu partout autour de nous, reconstruire le Gabon que nous voulons pour demain. Et les Gabonais ont été sollicités concernant le contenu de ce dialogue. Ce n'est pas nous on fait partie des Gabonais qui ont contribué, certes, mais tous les travaux qui sont faits au sein de ce dialogue ont pour socle, ont pour base les contributions qui ont été très très nombreuses, au nombre de près de 38 000 contributions, qui ont été très nombreuses, faites par les Gabonais.
Ils ont utilisé une plateforme numérique, d'abord Mbova, et bien entendu les dépôts au ministère de la Réforme des institutions. Une fois arrivés ici, les différents commissaires que nous sommes, il y a eu les commissaires, il y a les personnes expérimentées, les experts qui ont été répartis dans les différentes commissions, répartis par thème. Donc, 3 thèmes principaux, l'économie, la politique, le social. La politique, l'économie et le social. Ce sont les grands thèmes qui ont été arrêtés et dans chacun de ces thèmes, il y a plusieurs sous-thèmes. Donc, il y a énormément de sous-commissions qui penchent depuis maintenant un peu plus d'une semaine, qui penchent sur tous les thèmes qui concernent la reconstruction de notre pays. Et donc, vous êtes dans la sous-commission emploi. Qui se trouve dans la commission économie. Ok. Donc, parlant de cette sous-commission emploi, on comprend qu'il y a des Gabonais qui ont été sélectionnés pour venir en gros réfléchir de manière beaucoup plus profonde aux propositions qui avaient été faites par tous les Gabonais en quelque sorte. On met ça en griffe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, essentiellement, sur la base de votre profil, vous êtes dans cette sous-commission emploi? Alors, les personnes n'ont pas été choisies et réparties dans les commissions parce qu'elles ont une expérience sur le thème. Donc, il n'y avait pas de critères a priori? Si, je pense qu'ils ont utilisé des critères, mais dans notre commission, on a des gens qui n'ont pas du tout un profil lié directement à l'emploi. Je pense que c'était volontaire pour que les débats ne soient pas des débats théoriques, techniques, parce que si tu ne prends que des personnes qui travaillent sur les sujets de l'emploi, on n'aura que des débats techniques et théoriques. Des débats d'école. Voilà, il fallait des personnes qui vivent des situations et qui pourraient parler vraiment de la réalité du vécu des Gabonais. Donc on a de tout. Nous, dans notre commission, on a des personnes qui sont des fonctionnaires, on a des entrepreneurs, on a des employeurs, on a des personnes de la diaspora, on a des enseignants, on a des anciens candidats à l'élection présidentielle, on a vraiment de tout, des jeunes, des moins jeunes, on a des personnes qui représentent le patronat, on a des syndicalistes, voilà. Donc c'est cette différence-là qui a enrichi les échanges et qui, je crois, c'était la principale richesse des propositions qui étaient faites, cette différence-là. Votre sous-commission a travaillé sur 3 items, code du travail, emploi, fonction publique. Si on va au cas par cas, si on prend le code du travail, est-ce qu'il y a des amendements qui ont été faits par rapport aux positions faites par les populations, du moins les contributions? Alors moi, je n'ai pas travaillé dans la sous-commission concernant le code du travail, mais elle est directement liée à la sous-commission à laquelle j'ai pris part. Cependant, ce ne sont pas des amendements qui ont été faits, ce sont des propositions. Donc des propositions de renchérissement, de revoir, réviser certains articles. Donc il y a eu beaucoup de propositions afin de pouvoir... Parce qu'on a introduit des choses qui vont certainement impacter certains articles du Code du travail. On n'a pas proposé de réécrire le Code du travail. Non, on n'a pas du tout proposé de réécrire le Code du travail, mais les personnes qui ont penché sur le Code du travail ont fait des propositions qui très certainement vont amener peut-être à la révision de certains articles. Mais on n'a pas proposé de réécrire le Code du travail. Concernant l'emploi, on sait qu'il y a une forte propension au chômage dans notre pays et c'est ce qui ressort souvent lorsqu'on parle de ces questions-là. Je sais que c'est le thème sur lequel vous avez travaillé. Est-ce qu'on peut avoir une idée des suggestions qui ont été faites ou des propositions que vous avez faites pour trouver des éléments de réponse aux préoccupations contenues dans les contributions des Gabonais? Moi, j'avais envie de rajouter, je pense que ça va dans le même sens. On comprend bien sûr que l'objectif des travaux que vous avez en sous-commission, c'est de permettre de designer, en gros, une véritable politique de l'emploi au Gabon, totalement effective. Du coup, du point de vue de votre sous-commission, quels sont les préalables, les indispensables à une politique de l'emploi solide dans notre pays? Alors, les Gabonais, le ministère de la Réforme des institutions a pris toutes les contributions et ils ont synthétisé les contributions. Il y a d'abord un diagnostic qui a été posé par les Gabonais. D'accord ? Le chômage est très important et il est visible et nous avons urgemment besoin de mettre en place une véritable politique de l'emploi dans notre pays. D'accord ? C'est ça l'objectif qui nous a été donné. Ensuite, il y a eu les contributions et de ces contributions sont sortis des thèmes principaux. Il y a d'abord l'auto-emploi. Donc, auto-emploi, entrepreneuriat et bien entendu la question du financement et de l'accompagnement.
Donc, ce sont les premiers sujets, les premières contributions qui ont été faites en grand nombre. Ensuite, il y a l'accès à l'emploi, les facteurs bloquants à l'emploi, le recrutement, les conditions, la sécurité de l'emploi, les conditions de travail, l'accès à un travail décent, et bien entendu, les jeunes, l'inadéquation formation-emploi. Parce que l'un des freins, l'une des causes majeures du chômage dans notre pays, c'est l'inadéquation formation-emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de jeunes qui sont formés, arrivent sur le marché du travail, mais ils ne répondent pas aux besoins réels de l'économie des entreprises. Donc, il fallait se pencher là-dessus et trouver des solutions assez urgentes. Donc, c'est ce que nous avons fait et on a fait ressortir tous ces principaux thèmes-là. Et après, bien entendu, après avoir analysé les causes, on a fait des propositions. 38 000 suggestions de la part des Gabonais globalement pour le dialogue national, près de 2 000 juste pour votre sous-commission. Comment vous arrivez à... D'abord, première question, est-ce que toutes les propositions sont prises en compte? Ça, c'est quelque chose que je lisais sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui se demandait, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte ce qu'on a écrit? Parce que je me dis que eux, les Gabonais, quand ils proposaient des choses, c'était partie de leur vécu. Donc, d'une certaine manière, ils se disent que c'est des choses qui pourraient marcher. Donc, est-ce qu'en sous-commission, vous prenez véritablement ces propositions au sérieux? Deuxièmement, il y a près de 2000 propositions. On se doute bien que dans ces propositions, il y en a qui vont être un petit peu difficiles à mettre en place. Quelle est la stratégie de travail que vous avez? Est-ce que vous les prenez telles quelles? Vous les choisissez? Comment vous faites tout ça? Toutes les propositions ont été prises en compte. Il y a eu un travail préalable qui a été fait, ce qui a permis de synthétiser les contributions et qui ont fait ressortir 10 points principaux de ces contributions. Naturellement, par milliers, il y a beaucoup de choses qui revenaient dans les contributions. Donc de cela, on a ressorti 10 contributions, 10 thèmes, 10 champs de réflexion, je vais dire ça plutôt comme ça. D'accord? Et par rapport à ça, eh bien, on a fait ressortir les principaux thèmes, on a adopté une méthodologie. Et de cette méthodologie qui doit nous conduire à la mise en place de cette politique publique de l'emploi, eh bien, nous avons d'abord posé une ambition, un objectif majeur, une ambition stratégique, la mise en place d'une politique publique de plein emploi dans notre pays. Le plein emploi pour tous les Gabonais. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Public, privé. Oui, c'est l'objectif, c'est le rêve, si je peux me permettre du terme. C'est l'objectif. Donc, toutes les solutions qu'on devait proposer doivent, sur le court, le moyen et long terme, nous amener dans notre pays au plein emploi. D'accord? L'emploi aujourd'hui est à hauteur de près de 34%. dont plus de la moitié de ces 34%, ce sont les jeunes. Donc, nous devons proposer des solutions dans l'immédiat à mettre en place dès la sortie de ce dialogue et des solutions qui vont avoir un impact sur 2 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà. Monsieur Le Candias, pardon, moi c'est bien entendu, vous ne pouvez pas nous partager les conclusions du dialogue. Mais pour être un peu plus concret, je sais que dès qu'on parle d'emploi, c'est une thématique qui est vraiment très sensible et qui touche énormément de personnes. Prenons dans les 10 principaux messages que vous avez sélectionnés, prenons celui en lien avec l'adéquation formation-emploi. Et si vous nous partagez un petit peu ce qui est ressorti des discussions en sous-commission, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Parce que c'est une thématique dont on a longtemps entendu parler. Alors, vous avez 2 systèmes de formation dans notre pays. Il y a le système général et puis il y a le système professionnel. Quand on regarde les causes du chômage, on a le décrochage scolaire, la déscolarisation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sortent des rangs de l'école. Soit ils s'ennuient, soit ils vivent des expériences personnelles qui les sortent du parcours scolaire que l'on connaît. La grande majorité de nos enfants sont au système général. Maintenant, quand on regarde ceux qui sont au chômage, on se rend compte que la grande majorité de ceux qui ne travaillent pas, qui ont du mal à être recrutés, sortent du système général. Mais ceux qui sortent du système des parcours techniques, technologiques, les formations professionnelles, ont un peu moins de mal à trouver du travail. Oui. On se rend compte aujourd'hui que, alors vous avez 3 types de personnes. Vous avez ceux qui ne travaillent pas
et qui veulent se tourner vers l'auto-emploi, ceux qui ne travaillent pas, qui ont des qualifications enregistrées au PNPE et qui ont du mal à trouver du travail. Et vous avez surtout beaucoup de jeunes qui n'ont pas de qualification, qui ont décroché scolairement, qui vont plus du tout à l'école et qui cherchent du travail. Beaucoup qui n'ont même pas atteint le niveau CEP, etc. Et beaucoup de jeunes ne se retrouvent pas dans le système général. Et il faut les orienter vers le système professionnel pour qu'ils acquièrent un métier. Beaucoup ont du mal à être recrutés parce qu'ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de métier. Aujourd'hui, on a 180 000 dossiers qui sont pendants à la fonction publique. Et une bonne partie de ces dossiers, ce sont des jeunes qui ont même pas le bac. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont des besoins en face. Le marché réel, il est là, il a des besoins. Donc, on veut bien recruter les enfants, mais s'ils ne sont pas qualifiés, on les recrute comment? Il faut qu'ils aient des métiers. Et bien entendu, on a beaucoup de jeunes qui sont dans nos universités, qui font des formations, mais ce sont des formations qui collent pas avec la réalité. Par exemple, aujourd'hui, des universités comme l'UOB, vous avez énormément de jeunes qui sont en anthropologie, en psychologie, en sociologie. En littérature africaine. Bon, concrètement, avec les besoins que nous avons aujourd'hui, vous sortez de l'université, vous avez fait psychologie, sociologie. C'est pas que le métier de psychologue est pas bon, mais est-ce qu'on a besoin de près de 3 000, 4 000 psychologues qui sortent chaque année de l'université? On est un petit pays avec une petite population. Pourquoi orienter les jeunes vers toutes ces formations Donc aujourd'hui, on a une machine de formation et d'éducation où on fabrique des chômeurs. En revanche, il y a des besoins réels. Par exemple, on a des lycées comme le lycée de Bikele, ou au lycée de Bikele, dès la seconde, vous apprenez à devenir un développeur web. Vous avez des filières agricoles. Donc, il y a des filières où il y a de vrais besoins. Et on se rend compte qu'il n'y a pas assez de jeunes là-bas. Mais il y a des vrais besoins sur le marché. Et quelle pourrait être finalement la place d'un outil comme celui du PNPE? Alors, le PNPE est l'instrument de l'État pour gérer la question de l'emploi. Donc, les gens viennent, ils s'enregistrent, on les accompagne et puis, bien entendu, des offres d'emploi sont faites. Alors, le PNPE, ça a été un gros pan de notre réflexion puisque dans les propositions, les contributions qui ont été faites par les Gabonais, le PNPE a été au premier plan. C'était redynamiser le PNPE. Pourquoi on a utilisé le terme redynamiser le PNPE? Parce que les Gabonais estiment que c'est un outil qui n'est pas assez dynamique. On a des gens qui viennent de l'étranger, on a des jeunes qui ne travaillent plus, qui cherchent à être accompagnés. Et je ne dis pas que le PNPE ne fait pas un bon travail. Le PNPE est là, ils ont déjà fait beaucoup. Mais pour les Gabonais, ce n'est pas suffisant. Alors, ça a été l'une des pistes de solution. On a fait des propositions sur comment réformer le PNPE pour le rendre encore plus efficace. Comment réformer le PNPE pour mieux accompagner ceux qui s'y inscrivent, comment améliorer la collaboration avec les entreprises, parce que les entreprises, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recrutent, mais elles ne passent pas par le PNPE. Elles recrutent directement à l'étranger, elles recrutent sur LinkedIn, elles recrutent de différentes manières. Donc on a essayé de réfléchir sur des solutions de manière à davantage mettre le PNPE au centre de la stratégie de recrutement et d'accès à l'emploi dans notre pays. Voilà, donc des propositions ont été faites dans ce sens-là et je pense que les conclusions seront au rendez-vous. Est-ce que de toutes ces discussions, Monsieur Ondias, vous avez regardé aussi la question de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère? Je sais que c'est une question très sensible parce que dès qu'on parle d'emploi au Gabon, il y a certaines entreprises qui ont des pourcentages de main-d'œuvre extérieure supérieurs au pourcentage de main-d'œuvre de locaux, ou tout simplement des entreprises qui vont recruter à l'extérieur. Pourtant, il y a la compétence dans notre pays. Est-ce que vous avez aussi regardé ce pan? Si oui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'on doit attendre? Non, mais les Gabonais, clairement, l'ont pointé du doigt. D'accord? On entend tout ce qui se passe, on lit les réseaux sociaux. Beaucoup de Gabonais se plaignent aujourd'hui de l'emploi des étrangers dans notre pays. Les étrangers aujourd'hui occupent des pans entiers de notre économie. Les Gabonais n'ont rien contre les étrangers. Mais aujourd'hui, la crise par laquelle nous passons, le sentiment qui ressort des contributions, c'est que les Gabonais veulent, permettez-moi le terme, ils veulent récupérer leur économie. C'est une question, il y a des questions de souveraineté nationale même qui ont été mises sur la table. Les étrangers, ils arrivent, ils ont le droit de s'investir dans l'économie, de créer des entreprises,
de recruter qui ils veulent, etc. Aujourd'hui, on a un cadre juridique et législatif qui permettent aux étrangers de s'exprimer dans notre pays et de recruter et d'embaucher qui ils veulent. Maintenant, les Gabonais ont identifié comme frein à l'accès à l'emploi trop d'étrangers dans certains secteurs d'activité. Il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui qui sont dans des entreprises qui occupent des postes que les Gabonais peuvent occuper. Ça a été pointé du doigt. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, on a réfléchi sur toutes ces questions-là et des propositions ont été faites pour que, au sortir de ce dialogue, les Gabonais puissent travailler là où ils méritent de travailler. Voilà. Toujours en parlant d'emploi, désolé Mosley, juste après, toujours en parlant d'emploi, il y a le sempiternel problème du stage. C'est bien d'avoir une adéquation, formation, emploi, de former des jeunes, même à l'international et autres. Mais après, il faut les aider à préparer leur amorce dans le monde du travail. Et c'est cette amorce-là qui est souvent difficile parce que le stage relève de quelque chose mystico-spirituel dans notre pays. Est-ce que vous avez débattu de ce point? Et si oui, quels sont les axes ou les solutions ou les stratégies que vous avez identifiées pour justement pallier à cette problématique qui touche énormément d'étudiants, sinon la totalité des étudiants dans le pays, hein? Alors, l'un des gros freins au recrutement qui a été pointé du doigt, c'est la demande d'expérience. Les jeunes viennent, ils postulent, on leur dit il faut 2 ans, il faut 3 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Comment tu veux demander à un jeune 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience alors qu'il n'a jamais eu de stage? Et c'est beaucoup revenu dans les contributions. Un gros problème dans notre pays, c'est la non-application des textes. Vous allez voir que beaucoup de sujets concernant le chômage et l'emploi que l'on a évoqués lors de nos travaux, il y a des textes qui existent déjà. Le problème, c'est qu'on ne les applique pas. Il existe dans l'actuel Code du travail des dispositions qui permettent d'accompagner un jeune sur le marché du travail dès qu'il est sorti du cursus universitaire. Donc, on a réfléchi sur des pistes de solutions qui permettent d'accompagner l'enfant tout le long de sa formation jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées. Il existe des mécanismes dans d'autres pays où l'étudiant, dès qu'il arrive sur le banc de l'école, en partenariat avec des entreprises, eh bien, il commence à travailler très tôt. Il est très vite intégré dans la culture d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on forme nos jeunes, on les diplôme, et après, on les balance sur le marché du travail et puis ils doivent se débrouiller pour trouver du travail. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui existent, mais qu'on n'exploite pas suffisamment, qui permettent à l'enfant il est encore en formation et il peut être accompagné particulièrement dans les formations professionnelles, techniques, etc. Donc, on a réfléchi sur ces pistes-là pour améliorer la collaboration avec les entreprises. Le stage est au cœur de l'accès au travail pour un jeune étudiant. Donc, je pense qu'on a fait de très très bonnes propositions dans ce sens-là. Nous espérons qu'elles seront appliquées très très rapidement pour aider. D'ailleurs, ça a été la première question sur laquelle on a travaillé concernant les jeunes, l'accès au stage, etc. Aujourd'hui, les entreprises qui doivent recruter ces jeunes en stage, il y a beaucoup d'entreprises, elles n'ont pas d'avantage à embaucher des stagiaires. Une entreprise, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise. Bon, tu me dis embauche les jeunes en stage, moi je gagne quoi dans l'histoire? Moi j'ai déjà mes employés, ils font le travail. Pourquoi tu veux que moi j'embauche des stagiaires? Donc il fallait réfléchir à des mesures incitatives pour que les entreprises prennent les jeunes en stage. D'accord? Donc les mesures, elles sont différentes. Il y a des mesures qui peuvent être fiscales, des accès aux appels d'offres privés ou publics. Il y a beaucoup de manières de travailler avec les entreprises, d'améliorer la collaboration entre l'État et les entreprises pour les inciter à embaucher les jeunes. Voilà, donc on a réfléchi, on a fait de très très bonnes propositions, je le pense, et au sortir de là, quand elles seront publiées, ce sera tout bénéfique pour les entreprises, c'est sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du travail des étrangers, le remplacement, la nécessité pour que les Gabonais puissent récupérer ces emplois-là. Et quand on regarde votre atelier à travailler quand même sur le taux emploi, est-ce qu'il y a des propositions concrètes que vous avez faites pour permettre à ce que
le Gabonais qui veut créer son entreprise soit réellement accompagné et qui puisse peut-être être un champion demain, parce que c'est la politique qui est menée ailleurs aujourd'hui dans de nombreux pays. On favorise on va dire l'arrivée des nationaux sur le marché. Qu'est-ce qui a été proposé pour le taux-emploi? Alors, les entreprises étrangères, quand elles arrivent dans notre pays, la législation du Gabon leur permet de s'installer, de faire du business et de gagner beaucoup d'argent. Mais quand on parle de la question de l'auto-emploi, oui, il y a le volet financement, accompagnement, qui revient tout le temps. Quand les jeunes se lancent dans l'auto-emploi, quand les entrepreneurs veulent développer leurs entreprises, ils ont besoin de soutien, d'être accompagnés par les banques. L'environnement des affaires doit être suffisamment propice. Quand on parle d'environnement des affaires, on parle à la fois de la fiscalité, de la législation, de l'accès au marché, de l'accès à certains marchés en priorité, la préférence nationale, etc., etc. Là, dernièrement, il y a quelques mois, tout marché en dessous de 125 millions, je crois, c'était ça. 150 millions est automatiquement attribué à une entreprise gabonaise. Ça sont des mesures fortes. Il en faut davantage, etc. Cependant, dans notre économie, il y a beaucoup d'entreprises étrangères et pour le moment, en tout cas, elles sont là. Elles occupent de l'espace. Elles possèdent des pans de l'économie. Maintenant, quand nous poussons la réflexion en ce qui concerne, par exemple, certains secteurs d'activité, pourquoi il y a beaucoup d'entreprises étrangères et pas assez d'entrepreneurs gabonais qui sont présents dans certains secteurs d'activité? Quand on pousse la réflexion, quand on fait la recherche, on se rend compte qu'il existe des textes. Il existe des textes qui réservent certains pans de notre économie aux entreprises gabonaises. Mais ces textes ne sont pas appliqués. Hein, quand vous prenez l'arrêté numéro 634 plein de lettres du 21 juillet 1991, c'est un arrêté qui est là. L'arrêté de 91 dit clairement que les secteurs tels que taxi, auto-école, épicerie, salon de coiffure, quincaillerie, briqueterie appartiennent aux nationaux. Mais c'est tous ces secteurs, vous voyez, des entreprises étrangères. Les briqueteries, les épiceries, c'est que quasiment les étrangers. Donc, comment est-ce que vous voulez favoriser les Gabonais à s'investir dans ces secteurs s'il n'y a plus de place? Il faut savoir aussi que les entreprises étrangères, quand elles viennent, elles sont préparées, elles viennent avec de l'argent, elles viennent avec toute une artillerie. Donc quand elles viennent, elles investissent tout de suite. Donc elles ne donnent aucune chance aux nationaux. Donc comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Eh bien on a réfléchi là-dessus, on a fait des propositions assez concrètes. Et je préfère laisser le bureau du dialogue communiquer sur ces propositions. Mais on a bien travaillé sur ça. L'un des principaux messages ressortis du diagnostic était aussi celui concernant la création d'un fonds d'aide à l'emploi. De manière pratique, comment vous l'avez pensé, ce fonds d'aide? Alors, à l'emploi ou à l'auto-emploi? À l'emploi. À la création d'entreprises, en un mot. Oui, alors, on a aujourd'hui... donc, il faut régler la question du financement. On a un fonds d'aide à la création d'entreprise et on a un fonds d'aide à la création et on a un fonds d'aide à l'emploi. Il y en a deux, deux fonds. Donc le fonds d'aide à l'emploi concerne les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin d'être soutenues durant leur recherche d'emploi. Donc nous avons réfléchi sur cette question-là et nous avons fait des propositions concrètes là-dessus. Un Gabonais qui ne travaille pas, qui a travaillé pendant un certain temps par exemple, qui perd son travail, comme on le voit en Europe, normalement, il a travaillé, il a cotisé, d'accord? On peut réfléchir à des mécanismes pour le soutenir. Pendant une allocation chômage, une indemnité d'aide chômage, quelque chose comme ça qui lui permet de respirer et de chercher sereinement un nouvel emploi. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Surtout quand tu es père de famille avec des enfants, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles plus, c'est très compliqué. Donc on a proposé des choses dans ce sens-là. Maintenant, en ce qui concerne l'auto-emploi, il y a eu des propositions qui ont été faites sur le financement. On a déjà un projet qui est officiel, la Banque de l'entrepreneuriat des jeunes, qui a été annoncé par le chef de l'État le 31 décembre et c'est en cours de mise en place. On a proposé également d'autres pistes de financement pour soutenir l'auto-emploi. On en a fait plusieurs et plusieurs ont été adoptées et voilà. Mais en ce qui concerne l'emploi,
pour toutes les personnes qui recherchent un emploi, eh bien, la solution la plus évidente, c'est de trouver un moyen, un mécanisme de les soutenir financièrement pendant leur recherche d'emploi. Des propositions ont été faites dans ce sens-là et nous espérons qu'elles seront totalement adoptées par le dialogue. Alors, la question que moi je veux poser peut-être pour la dernière, quel serait le Gabon de demain pour les travailleurs selon vous? Le plein emploi pour tous les Gabonais. Nous sommes un peu plus de 2 millions. N'est-ce pas une utopie? Chômage zéro, c'est clair que c'est très utopique. Ah. D'accord? Il y a des pays qui y arrivent quand même. Il y a des pays qui y arrivent. De temps en temps. Bon, de temps en temps, comme tu dis, je demande à voir. Mais il faut que nous réduisons de manière significative ce taux de chômage qui est à 34%. D'ici 2 ans, on doit commencer à voir les impacts des décisions que nous allons prendre. Même 2 ans, c'est loin. Au bout d'1 an, on doit commencer à avoir des... Parce que si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on prenne des décisions fortes et courageuses. C'est très important. Le plein emploi dans notre pays, si on fait ce qu'il faut, et je suis très optimiste, on peut l'atteindre. Nous ne sommes pas comme certaines nations où il y a 50 millions de personnes, 100 millions de personnes à gérer. On est 2 millions. On est 2 millions sur 241 000 mètres carrés environ. Si on fait ce qu'il faut, si on est rigoureux, si on combat la corruption, si on applique rigoureusement tous les textes qui sont adoptés, eh bien, et si on met bien entendu la préférence nationale au premier plan, on y arrivera. Voilà. Donc ce n'est pas du tout impossible. Le Gabon est un pays qui regorge d'énormes potentialités, énormément de richesses. Les 2 millions que nous sommes, avec toutes les richesses que nous avons, les richesses minières, pétrolières, etc., on peut gérer notre pays. Voilà. Donc nous sortons de plus de 50 ans d'une gouvernance catastrophique. Et aujourd'hui, avec la volonté nationale et la rigueur, on peut relever le défi. Et je crois qu'on va le relever. Monsieur Lukondia, c'est juste une dernière question, bien entendu, sur la structure, un petit peu le fonctionnement des débats. Je sais qu'aujourd'hui, on approche petit à petit vers la fin des travaux en sous-commission. On va dire on est totalement à la fin déjà. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Vous étiez avec combien de commissaires à peu près? Est-ce que les discussions étaient houleuses ou c'était des discussions entre compatriotes motivés, bien entendu, pour dessiner le Gabon de demain? C'était des discussions entre compatriotes. Tout le monde chacun était libre de s'exprimer parce qu'on n'a pas fini. Chacun est libre de s'exprimer, ça se passe très bien. Il y en a parfois qui se lâchent et c'est normal. L'émotion. Ou la passion. C'est pas la passion, l'émotion. On construit le pays. On parle du pays là. Donc selon les personnalités, ça y va. Mais tout se fait dans le respect mutuel. Ça, je salue ce point-là, c'est dans le respect mutuel. Il n'y a pas d'énervement, de manque de respect vis-à-vis les uns des autres. On fait du sport aussi. On s'arrête pendant quelques minutes et puis on fait du sport, on s'étire parce qu'on arrive ici le matin à 8h et puis on repart parfois 18-19h. Donc parfois il faut savoir s'arrêter et puis on s'étire, on fait du sport. On rigole beaucoup parce que y en a qui sont drôles. Quand tu mets beaucoup de gens en même temps, il y en a qui sont drôles, il y a des boutades. Il y en a qui n'apprécient pas parfois l'humour, mais c'est pas grave. Il y en a qui sont très sérieux, mais ça se passe très bien. De groupe. Voilà, ça se passe très bien. Quelle est la suite des événements? Donc, on doit s'attendre à quoi dans les prochains jours? Alors, notre sous-commission avait été séparée en 3 groupes. Le rapport du premier groupe concernant le Code du travail a été présenté lundi. Le rapport de la sous-commission emploi a été présenté hier et aujourd'hui nous sommes en train de valider le rapport concernant la fonction publique. Et dès jeudi, vendredi, nous entamons les plénières pour l'adoption des rapports avec toute la commission de l'économie. Y a-t-il quelque chose qui vous semble important que nous avons omis d'aborder ici, que vous voulez rappeler? Certainement en rapport avec le dialogue ou les attentes des compatriotes. C'est très important que les conclusions de ce dialogue, tout ce qui va être arrêté comme solution, comme proposition, comme conclusion, soit appliqué. Il y a eu dans le passé beaucoup d'autres concertations. Bon, c'est vrai, ces concertations et dialogues étaient essentiellement politiques. C'est une grande première dans notre pays qu'on ait réuni toutes ces intelligences. Pour une fois, nous n'avons pas parlé que de politique.
Il y a eu des commissions sur le bien-être social où ils ont réfléchi sur la sécurité et la protection sociale du Gabonais. Il y a eu des commissions sur la souveraineté nationale de notre pays. Il y a eu des commissions sur l'agriculture, sur la jeunesse, la culture, le retour aux valeurs et aux traditions. Enfin, on est complètement en train de reconstruire notre pays. Donc, au sortir d'ici, ça, c'est mon souhait. Mon plus grand souhait, c'est qu'on ne prenne pas tout ça et qu'on mette ça dans un tiroir. Ce serait catastrophique. Ce serait un péché même. Donc, il faudrait prendre ça et tout de suite l'appliquer. C'est vrai qu'il y a des conclusions, il y a des solutions. C'est très délicat, surtout sur le volet politique. Donc, il va falloir, on va laisser les gouvernants gérer ça. Il y a des propositions, des solutions qui vont être adoptées qui seront très radicales. On a parlé de certains aspects sur la question de l'emploi. Il faudra pas que ce soit trop brutal. Il faudra qu'il y ait un temps de transition, etc. Mais il faut absolument, une fois que le président aura reçu ça entre les mains, et après ça va arriver au Parlement, parce qu'il y a beaucoup de textes de loi qui vont être adoptés, il faut qu'on mette ça en pratique tout de suite. C'est mon souhait, et c'est la condition pour qu'on puisse transformer le pays. Merci beaucoup, Monsieur Lukondias. Merci, Seif Mosley. Merci, chers auditeurs. Juste pour rappel, aujourd'hui, nous parlions d'emploi, ou du moins des travaux qui se sont déroulés au stade d'Angonje depuis le 2 avril en lien avec l'emploi dans le cadre du dialogue national inclusif. Urban FM sera avec vous jusqu'au 30 avril. Si Mosley accepte de revenir. Bien sûr. Et bien sûr, on vous invite à rester connectés sur les 104.5, la station urbaine. Au revoir et merci beaucoup. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Urban FM.